Bonjour et bonsoir à vous. Bienvenue. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble la nouvelle saison de l'ITS, la saison 17. Aujourd'hui, nous allons faire une petite vidéo review, react sur tout ce que cette nouvelle saison a à nous apporter. Mais je ne serai pas seul. Je serai accompagné de deux personnes. Je serai accompagné de Ayadan et de Camcor. Messieurs, Bonsoir. 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 Ces deux messieurs sont ce que je pourrais appeler dire de très bons joueurs et des joueurs vétérans pour Infinity, et ils vont m'aider et nous aider à mieux comprendre cette nouvelle saison. Mais d'abord, commençons les présentations. Camcor. Oui, bonjour. Moi je suis un joueur du nord de France. L'expérience de jeu que j'ai a débuté avec la N4, où j'ai plongé directement dans le mode compétitif. C'est un peu ce qui m'anime dans le jeu de figurines. Juste pour la petite histoire, en fait, c'est le seul jeu de figurines que je pratique. Que dire de plus si pas mal de tournois du coup, assez rapidement après mon début du jeu. En France, en Belgique, bonjour à nos amis belges par la même occasion. Et non, ma façon de voir le jeu, c'est plutôt façon optimisée. Oui, ça, j'ai pas de souci à l'avouer. Je préfère m'orienter sur ce qui marche bien ou les combos pas forcément évidentes, mais les combos que j'estime pertinentes. Et quelle que soit l'armée, j'ai pas particulièrement de poste de prédilection à ce niveau-là. Ok, d'accord. Donc prêt à changer très souvent d'armée au cas où s'il y a quelque chose qui t'intéresse très fortement dedans et qui Ouais, parce pourrait que te sembler performant. je suis un éternel insatisfait en fait. Je vais aller sur quelque chose, ça va me plaire un temps, je vais le poncer et puis ça va me saouler, je vais vouloir aller voir autre chose. Ok, d'accord. Merci à toi. Ayadan, bienvenue ici. Bonsoir, merci To. Moi, du coup, j'ai commencé Infinity en 2016, je crois. C'était juste avant l'arrivée de UN Sphere en N3. Ça date un peu maintenant. Et du coup, moi, je suis sur Paris. Je me déplace assez souvent en tournoi ailleurs en France parce que j'estime que c'est sympa de voir d'autres personnes que les Parisiens et puis ça permet aussi un peu de montrer qu'est-ce qui se fait ailleurs à ceux qui habitent sur place. Et je joue essentiellement Pan-Océanie. Mais moi, c'est plus, comment dire, aller chercher les armées que je trouve au même niveau que le top méta actuel, mais qui, pour une raison ou pour une autre, ont été frappés de non, c'est de la merde ou c'est pas au niveau. Et du coup, voilà, moi, ça me prend un peu de temps d'arriver à trouver comment fonctionne telle ou telle unité, mais c'est aussi un peu, moi, j'adore ça chercher. Du coup, c'est aussi un peu mon dada. Et c'est comme ça que je suis arrivé au premier satellite qui a été organisé à Paris. C'était en fin de N3 avec les ordres militaires, donc une sectorielle qui à l'époque était considérée comme étant complètement à la masse. Je suis arrivé cinquième. Et en N4 au satellite à Valence, avec la Winterforce, je suis arrivé quatrième. Pareil, encore une fois, une sectorielle qui était... Elle commençait à retrouver des défenseurs, mais globalement, elle était considérée comme étant à la traîne. Et en fait, moi, j'estimais que pas du tout. Et voilà. Ok, donc vraiment Du aller coup, ouais. chercher des armées sous-cotées et les montrer à la face des gens comme quoi elles ne sont pas si réellement sous-cotées. Ouais, c'est ça. C'est en fait, c'est moi, j'ai remarqué qu'il y a souvent chez les joueurs un schéma. Ils veulent que toutes les armées fonctionnent selon un schéma un peu tranquille où t'as pas spécialement besoin de changer de logiciel. Et en fait, toutes ces armées sous-cotées, justement, vont commencer à chambouler un peu cette façon confortable de jouer. Et en fait, faut faire l'effort de chercher autre chose. Ok. Et c'est pas forcément quelque chose qui est
facile pour beaucoup de gens. Ok, d'accord. Ben, merci à vous deux. Déjà, pour les personnes qui nous rejoignent et qui ont peut-être jamais vraiment été dans des tournois en Infinity, qu'est-ce que c'est l'ITS? Ça s'appelle Infinity Tournament System. En fait, c'est le système de tournoi qui est géré par Corvus Belli au niveau de chacune des saisons pour des missions et pour organiser les missions entre elles au niveau avec l'éditeur, pour organiser les satellites, les tournois nationaux et aussi pour organiser l'Interplanetario, le tournoi international qui se déroule à Vigo en Espagne. Il change chaque année. Il est de septembre à août. Le plus souvent, il y a une période de vacances où est-ce que on est sur un entre-deux saisons, mais le plus souvent, ça dure une année. Et chaque saison a un thème en particulier. Le thème précédent était les thèmes précédents étaient surtout sur tout ce qui était sur un terme quantique, c'est-à-dire des dommages quantiques qui étaient arrivés de par des événements qui étaient arrivés dans le lore d'Infinity. Là, nous attaquons une nouvelle saison où est-ce que une nouvelle planète a été découverte et donc du coup, nous essayons de trouver des trésors qui sont sur cette planète. D'où le nom de cette saison qui est Seeker, les chercheurs. Pour vous, au niveau des saisons précédentes, qu'est-ce que vous en pensez des saisons précédentes que vous avez pu avoir et vous avez commencé avec quelle saison? Ayedan? Moi, je dirais qu'il y a eu à boire et à manger parmi tous les ITS que j'ai pu faire, des vraiment pénibles, parce que en fait, il y avait 50 000 add-ons de missions de règles spéciales sur des vieilles missions qui ont toujours été là. Et en fait, j'ai vu aussi changer, c'est que quand j'ai commencé Infinity il y a presque 10 ans, en fait, l'ITS était fortement concentré sur le spam de spécialistes pas chers et si possible infiltrés ou déploiement avancé, enfin voilà. Et on a lentement migré vers de la poutre, où en fait, il n'y a pas besoin de 50 000 spécialistes. 3 spécialistes qui font les actions au bon moment suffisent. Et ensuite, en fait, la dernière saison ITS qu'on a laissé derrière nous était très marquée par je te mets tout de suite mon pain dans la tronche. Le temps que tu récupères, je marque les objectifs et puis j'ai gagné. Et si je rate mon Alpha Strike, bah, toi, tu vas me mettre ton pain dans ma tronche, je vais avoir mal. Et enfin voilà. Du coup, là, la nouvelle, faudra voir. Ça, je pense qu'on a un peu de tout. Ok. Et d'après toi, Kemcore, au niveau des saisons précédentes, de celles que tu as pu connaître ou celles que tu as pu voir, et aussi plus précisément de la précédente saison? Alors, si je dis pas de bêtises, moi j'ai dû commencer avec l'ITS 15, c'était ça pour la N4, si je me trompe, non? Dites-moi si je me trompe. Non, il y a eu le 13, 14, 15 dans mes 13, 14, 15, oula. Bon, alors, je me rappelle plus du tout de la 13, 14. Enfin, bref, ça n'a pas changé trop l'avis que j'avais. L'avis que j'avais, c'est que c'était quand même un petit peu figé dans le scénario. Là, à la fin de la N4, j'étais un peu bon. On a déjà un peu vu tous les scénarios, on les a déjà fait tous 150 fois, c'est un petit peu redondant. Ce qui changeait, c'était les règles spéciales de saison qui n'étaient pas toujours très pertinentes ou intelligemment insérées, on va dire. Je pense par exemple à l'ordre tactical awareness des drones sensors. Ouais, je pense que... Il n'y avait pas que ça en plus, c'est ça le pire. Non mais voilà, je pense que Corvus Belli n'avait pas bien intégré toutes les interactions qui étaient possibles dans certaines armées. Ce qui a conduit à quelques aberrations. Donc ouais, j'en avais un petit peu marre des scénarios ITS. Donc là, je suis très content de voir qu'il y en a quand même beaucoup de nouveaux. Okay. Même si ça a l'air d'être des anciens qui ont été remixés, mais voilà, il y a du changement. Ok, d'accord. Ben, merci beaucoup. D'après ce que je vois, tu étais surtout arrivé sur la saison quantique, c'est ça? Celle d'avant, au moins. Ok, d'accord, ça marche. Donc du coup, dans ce cas-là, nous allons présenter à tout le monde les nouveautés de cette saison. Et on va commencer par peut-être la plus grosse nouveauté.
le nouveau profil qui est exclusif à chaque début de saison. Et aujourd'hui, pour cette saison, nous avons la Sacha, qui a 2 profils. Un profil qui est disponible pour toutes les factions et toutes les sectorielles, et un autre profil qui est disponible uniquement que pour l'US Ariana. Que pensez-vous de la Sacha ? C'est pété. Attrapez-les tous. Non. Après, c'est toujours un peu tôt de se prononcer, mais je pense que ça reste un profil qui va être auto-inclus dans toutes les armées. Et je pense que c'est voulu par l'éditeur. Ouais, bah clairement, de toute façon, t'as tout ce qui t'as le Treasure Hunter qui peut être fait que par la Sacha. Enfin, la Sacha, elle a énormément d'interactions avec ça. Oui, enfin, clairement, l'objectif c'est que on joue tous des Sacha dans nos listes parce que voilà, il nous faut notre Tomb Raider et enfin ouais, ça me rappelle un peu, c'était en fin de N3 dans mes souvenirs, il y avait eu un peu ça avec des beepers à poser un peu partout pour chercher des reliques. C'était un peu, enfin ouais. Bah là, ouais, moi ce que je vois comme problème surtout, c'est que pour le peu de points que ça coûte, ça peut être assez cancer avec son bouti. Ouais, non, mais en fait, le profil de base, il fait les choses parce que t'as quand même une BS de 11, t'as un physique de 12 avec un double lancer de grenade, EM, elle a escaladé des plus, elle a déploiement avancé spécialiste. Enfin, je veux dire, déjà ça, c'est bien. Le booty, il vient juste rajouter quelque chose de complètement random, mais souvent fort. Ça peut être soit moyen, soit fort, mais en fait, c'est. Et tu peux le double random avec la nouvelle règle de saison. Et c'est ça que nous allons Ouais. voir. Donc pour l'instant, alors peut-être de votre avis, c'est pour l'instant c'est pas génial que ça soit intégré à tout le monde, autant le plus rapidement possible que ça soit que tout le monde puisse attester pour essayer de l'avoir, mais après ça sera bien, on sera content lorsqu'elle repartira dans les sectoriels qu'elle doit réintégrer. Non, enfin, pour moi, en Kestrel, ce serait en trop. Parce que la Kestrel a pas besoin de ça. Pour les Japonais, je pourrais pas me prononcer. Pour US Ariadna, oui, parce que son profil spécial, lui, il va être plus que bienvenu. Et limite, je pense que la dispo 1 est presque pas assez. Mais voilà. Ouais, mais à voir dans parce qu'ils vont refaire US Ariana aussi, à voir Ouais, comment ça va c'est changer. ça, oui. Mais autant tu vois là, je suis content pour US Ariana parce que le fait d'avoir un mercenaire qui apporte de la technologie que n'a pas US Ariana, ça me paraît normal. C'est comme ça qu'ils avaient fait pour les Mérovingiens historiquement dès la N2 pour comment dire donner accès à des trucs qu'on voyait pas en Ariadna, les missions virales, tout ça. Donc ça, le fait qu'il fasse ça avec US Ariana, j'ai trouvé ça très bien. Mais enfin voilà, moi aussi ça me rappelle ce qu'on avait eu avec l'équipe, c'était E-Live, je crois, la E-Live Team. C'était trois hackers irréguliers avec des profils un peu random, et dans le tas t'avais Cypher qui était un killer hacker ultra pété pour ce qui coûtait. C'était insupportable parce que tout le monde jouait Cypher. C'est un personnage, en plus il était nommé, et des deux côtés de la table tu l'avais, ça n'avait plus de sens. Et perso, j'aurais préféré qu'il y ait des missions qui encouragent de prendre des chassables parce que thématiquement c'est là où on veut les voir, et d'autres qui sont un peu plus en dehors de ça, où on les a pas, quoi. Ouais, ça aurait pu être intégré directement dans la fiche de mission. Ouais. Chaque joueur a un Sacha qui rajoute dans un groupe, voilà. C'est ça. Ok, d'accord. Donc ça aurait été plus appréciable que ça soit plus un bonus de mission plutôt que intégré directement à toutes les armées auxquelles certaines peuvent en trop bénéficier.
Bah non, mais tu vois, enfin, ce que je vois, c'est que t'es un spécialiste à 6 points, quoi. Ok, d'accord. Oui, Et 13. Et oui, 13. ouais, c'est ça. Et avec des bonus random. Et vu que c'est régulier, il y a des armées qui vont adorer ça parce qu'en fait, au final, ce sera régulier quand même. Ok, d'accord. Aussi, il y a une autre chose que tu as mentionné, Ayadan, étant la règle de saison. Et cette fois-ci, nous allons changer et vous présenter à l'heure actuelle le livre et ainsi aussi que la règle de saison spéciale Treasure Hunter, chasseur de trésors. Donc du coup, elle se combine avec la Sacha. Camcor. L'as-tu lu ou Ayadan? Moi, Oui, je l'ai oui. lu. J'ai lu aussi, oui. Ok, Camcor, une petite présentation. Bah, en gros, chaque joueur va placer un petit token de 25 mm à 4 pouces de sa zone de n'importe quelle zone de déploiement. On peut le mettre en face de l'adversaire si on a envie, même si c'est pas la meilleure des idées. Alors, globalement, ça va suivre les règles de placement des HVT. Donc, c'est-à-dire accessible, pas dans un bâtiment, pas sur un toit, À plus de 4 pouces de la zone de à déploiement. plus de 4 pouces, voilà. Alors l'idée c'est que vous pouviez, dans les anciennes saisons, vous pouviez faire ce qu'on appelle Secure HVT. C'est-à-dire quand vous avez des cartes de classifiés que vous ne pouviez pas faire par exemple, si vous aviez la HVT adverse en zone de contrôle d'un de vos troopers et que votre HVT n'était pas dans la zone de contrôle d'un trooper adverse, vous pouviez échanger une carte de classifié contre un point d'objectif. Et là, globalement, l'idée du Treasure Hunter, c'est de faire à peu près la même idée. Hein. Ouais, donc voilà, si vous êtes dans la zone de contrôle du trésor adverse, et que dans le même temps, la vôtre est free d'un trooper adverse, donc personne n'est dans sa zone de contrôle à elle, vous pouvez échanger un point d'objectif de classifié pour un point d'objectif. Ok, d'accord. Et sachant que les Sacha, ils ont un petit truc particulier, c'est que eux ils peuvent sécuriser le trésor même si votre trésor à vous n'est pas sécurisé. Donc c'est quand même un avantage assez conséquent. Ok, d'accord. Mm. Et Et, la petite cerise sur le gâteau, pardon, c'est que vous pouvez faire un jet de booty sur les trésors avec les Sacha. Donc vous pouvez doubler votre booty, voire tripler votre booty si vous allez chercher le trésor adverse. faut savoir par contre que en fait, on peut pas remplacer deux objectifs classifiés en carte par un sécuriser le trésor et deux sécuriser la HVT. C'est l'un ou l'autre, mais voilà. Et du coup, en fait, ce qui est assez fort, c'est qu'on peut loot notre trésor. Et si l'adversaire a pas loot le sien, bah en fait, avec la Sacha, on va pouvoir quand même sécuriser son trésor. Alors que sinon, on pourrait pas. Mais ouais, enfin voilà, C'est une nouvelle règle basée sur la Sacha et sur aller chercher des trésors et qui rajoute encore une couche d'importance au niveau de la figurine de la Sacha. ouais. Et puis aussi, ça va encore alourdir le setup avant le déploiement. Ok, d'accord. Ouais, mais ça encore, je sais pas, parce que j'ai l'impression qu'il y a moins de scénarios, faut déployer 15 zones, 3 Ah ouais, tourelles t'as pas et... tout lu alors. Hein. Bah, j'ai vu Eh que les ben, scénarios de fin, à la fin du document, il y a pas mal de zones à déployer, mais pas dans les premiers, j'ai l'impression. dans ce cas-là, je Ouais. vous propose, messieurs, à ce qu'on attaque à regarder un peu les nouveaux scénarios qui sont arrivés. Sachant que pour cette édition-là, nous sommes avec beaucoup moins de scénarios que d'habitude et beaucoup de nouveaux scénarios. Bien évidemment, la règle tactical support est toujours là, à vous de l'utiliser ou non, libre à chacun. Elle a déjà été présente dans la dernière édition. Ce sont en fait des cartes supplémentaires à tirer, suivant les missions de 1 à 2, voire 0. Ça rajoute quelque chose en plus au niveau de la partie de manière aléatoire. Et nous Ouais, allons... Vas-y. Je t'avoue que moi, j'ai jamais joué avec ça. Hein. bah pareil, mais faudrait à l'occasion que j'essaye. En fait, le problème c'est que ça ajoute des bonus aléatoires qui vont parfois être, enfin, ça va faire un peu un flop parce que si vous tirez
un bonus et que votre adversaire va tirer le bonus de pouvoir annuler celui que vous avez tiré, bah, à la fin, vous aurez perdu votre temps. Ou alors après, bah, vous allez pouvoir commencer à mettre des troupes spécialistes sur des trucs Rambo. Et ça peut rendre les choses un peu débiles. Enfin, c'est clairement pas quelque chose qui va équilibrer une partie, je pense. Enfin, personnellement, je trouve que ça a plutôt tendance à pas aller, pas forcément conduire les choses dans le bon sens. Non, je suis d'accord avec ça. Ok. Donc, les 3 premiers ils vont être peut-être intéressants parce que ça permet de faire des rerolls ou des succès automatiques sur des jets de scénario. Les autres, ils vont être quand même vachement plus, on va dire. Ça peut être ultra broken ou complètement inutile. Voilà, donc c'est pareil, est-ce que ça aurait pas été mieux d'intégrer genre ça sur chaque scénario? Tu donnes, je sais pas, sur des scénarios qui te demandent beaucoup d'activation de console, tu mets une reroll mode sur les skills du Ils scénario. l'ont déjà fait en fait, ils l'ont déjà fait donc. Ouais, bah du coup, on verra après, mais en fait. Est-ce que ça fait pas doublon quoi? Est-ce que ça fait pas doublon du coup les tactical support? Ouais. Et tu fais bien d'y parler parce que c'est aussi une nouveauté qui est arrivée sur 4 des scénarios du pack, l'Operational Learning. Ayadan, une petite présentation. Bah ça c'est un truc, ça fait 3-4 ans que je vois qu'on en parle, en tout cas dans la communauté FR, il faudrait que à chaque fois que tu fais un raté, t'aies +3 sur ta volonté, etc. Personnellement, j'étais pas trop pour parce que moi je joue Panocéanie et je trouvais que ça m'améliorait de manière un peu injuste par rapport à d'autres armées qui avaient une grosse volonté mais pas forcément un tir ultra violent et qui elles avaient pas moyen d'améliorer leur tir pour autant et par contre moi j'allais vite les rattraper grâce à mes échecs sur les jets de console. Mais bon, ils ont fini par accepter de mettre ça et du coup ce qui se passe c'est que cet operational learning va vous donner des modes en fonction du nombre de fois où vous ratez votre jet de volonté sur l'objectif. Mais par contre, faut vraiment, c'est une séquence, c'est-à-dire que vous ratez une fois, dites je remets un ordre, je recommence. J'ai raté, je remets un ordre, je recommence. Si vous faites j'ai raté, bon je vais faire autre chose, ou mon mec lui-même il va faire autre chose et il recommence, là c'est pas bon puisque vous avez réinitialisé la séquence. Faut vraiment mettre les ordres successivement sur le même bonhomme pour qu'il fasse le même lancer de volonté pour le même objectif. Et donc, après avoir raté une première fois, si vous y retournez, vous avez le droit à un +3 de mode sur votre volonté pour le jet. Et si vous ratez une deuxième fois, vous avez le +3 et le Shadow Dice pour le lancer. Et du coup, ça se cumule sur des autres modes. Donc, par exemple, si vous êtes stun, vous aurez +3 mais -3 du stun et ainsi de suite. Donc voilà. Mais c'est fait pour vous permettre de rapidement valider l'objectif. Statistiquement, à partir du deuxième échec, quand vous avez tenté pour la troisième fois, c'est quasiment assuré. Après, bon, les probabilités ont tendance à parfois vous faire mentir, mais le double dans la jet à 20 ouais. Bah, encore qu'avec le +3, ouais, non, même dépendant pas. des troupes, bien évidemment. Puisqu'en fait, un truc qu'on n'a pas parlé, mais les bonus à des types de spécialistes en particulier, ça par contre, ça a disparu de la saison. Du coup, en fait, il y a juste cet operational learning qui sera là en bonus pour les échecs. Et sinon, il n'y a rien du tout. Et du coup, en fait, le max qu'on puisse avoir en volonté pour un spécialiste, ce serait l'avatar à 19. Bah, il est même pas spécialiste. Voilà. Si tu joues avec les tactical support, tu peux lui donner spécialiste à ce gros bourrin. Et là, tu commences à te dire que tactical support était une erreur.
Euh, Ça, c'est un exemple de pourquoi je suis pas fan. C'est parce que des troupes un peu ultra dominantes vont Du coup, pouvoir faire des trucs un peu t'es même qui étaient un pas, peu t'es même à 20, hein. Non, t'as 19. Il a pas 17 de volonté? Ah merde, si, oui, putain, t'as avant. Ouais, j'ai rien dit. Joueur armée combinée, hein. Ça fait un moment que j'ai pu croiser l'avatar, hein. Bon, je vois à peu près cette nouvelle règle. Ça retire un petit peu du sel de certaines factions et ça la lisse un petit peu trop sur toutes les autres et ça séquence un petit peu trop facilement la chose. Néanmoins, il est à retenir que cette règle spéciale n'est présente que sur 4 des 15 missions. Ouais, mais alors, enfin, les 4 dernières, c'est tapé, quoi. On s'en fout des jets de volonté, hein. Eh bien, je vous propose à l'heure actuelle qu'on les regarde dans l'ordre. Ouais. On va commencer par la première. Akalis, c'est comme... Alors, je vais peut-être l'écorcher. Akial Interference. Akial Interference, qui a l'air de remplacer les classiques scénarios à cartes. Et celle-ci fonctionne assez spécifiquement. Ayadan, tu nous as fait un petit schéma. Veux-tu que je l'affiche avant ou après l'explication? Ouais, on va. Mais le maintenant, comme ça, en fait, on pourra. Les gens pourront suivre au passage avec. Ça marche. Donc du coup, là, voici un petit schéma de comment s'effectuent les enchaînements. Donc, explique-nous le schéma, Yadan. Alors, en fait, Akia Interference, c'est une table classique avec zone des déploiements de taille classique. Il y a une antenne au milieu de la table qui s'appelle c'est la Akial Antenna, donc l'antenne Akial. Et donc, pour ce scénario, vous allez avoir 6 points d'objectif qui vont être sur le fait d'avoir accompli des objectifs communs, des objectifs classifiés communs, et ensuite vous avez 2 points pour l'objectif classifié privé, et après c'est 1 point à la fin de la partie pour avoir fait plus d'objectifs classifiés que votre adversaire, donc les objectifs communs plus le privé. Si vous en avez fait plus que l'adversaire, vous avez 1 point, et si vous avez à la fin de la partie, si vous avez au moins accompli au moins un objectif classifié à chaque round, donc les 3 rounds de la partie, et bien vous aurez 1 point d'objectif, même si cet objectif a été annulé. On verra ce que ça veut dire après. Donc, comment on obtient les objectifs communs et privés? Donc, au début du round 1, enfin, c'est ça, hein, dans mes souvenirs, Oui. c'est au début du round 1. Ouais, c'est ça. Oui. Vous allez Donc après mélanger déploiement. votre. Voilà, c'est ça. Chacun des 2 joueurs mélange son paquet de classifiés. Il va tirer 2 cartes. Sur ces 2 cartes, il en choisit une qui sera l'objectif commun et l'autre qui sera l'objectif privé. Donc voilà, et on met les 2 joueurs mettent leur objectif commun sur la table ensemble. Là, il se peut très bien que vous ayez tous les 2 choisi la même carte. Et ce sera comme ça. Voilà. Donc une fois que vous avez fait, donc vous commencez votre round et toutes les occurrences de à la fin de la partie ou pendant la partie, pour considérer à quel moment vous avez réalisé le classifié, tout ça, ces 2-là sont remplacés par à la fin du round. Donc par exemple sur un Predator, vous n'allez pas le marquer une fois que vous avez tué votre deuxième, vos 2 troupes, c'est à la fin du round si vous avez tué 2 troupes. Et pour tout ce qui était à la fin de la partie, typiquement kidnapping, et ben ce sera à la fin du round. Ça, hein, dans mes souvenirs, c'est ou c'est à la fin du tour. C'est à la fin du tour. Attends, j'ai un trou. Kidnapping Ah ouais, ou voilà, non. capture. Donc, excuse-moi. Donc c'est pour donc aussi bien pour Predator que pour capture, ce sera à la fin du tour. Sachant que si votre adversaire, par exemple, fait télémétrie en même temps que vous faites télémétrie, dans le même tour, eh ben, vous allez valider tous les 2 l'objectif. Et un objectif qui est fait par un des joueurs et pas par l'autre ne peut plus être fait par l'autre joueur. C'est en gros, c'est là où on se retrouve pour ceux qui ont connu
à la fois contre-mesures, countermeasures et highly classified, on se retrouve dans un cas un peu plus proche de countermeasures où quand on faisait un classifié, il était pour nous et il était plus pour l'adversaire. Donc voilà. Et pour les rounds 2 et 3, en fait, on va défausser tous les objectifs qui n'ont pas été accomplis, les communs. Et on va chacun des joueurs va tirer 2 cartes de classifié de son paquet, en défausser une et en garder une pour en faire un commun. Si à ce moment-là, les deux joueurs ont choisi le même objectif classifié, ils le posent, et le premier joueur va tirer une carte en plus qui sera là en extra. Donc il peut potentiellement y avoir, à partir du round 2, 3 objectifs communs de disponibles. Et voilà. Et du coup, si vous tombez à court de cartes dans la partie au niveau des cartes de classifiés, vous prenez tout ce qui a été défaussé, vous le mélangez, vous en faites une nouvelle pile. Il y a 4 AGT dans ce scénario et on ne pourra pas faire Secure the AGT. Par contre, on pourra toujours faire sécuriser le trésor. Ça, c'est pas interdit. Ok, d'accord. Et d'après ce que je vois, on dirait que l'Akial a l'air d'avoir un effet sur la table. Ouais, alors du coup, il y a une seule antenne Akial et elle va avoir 2 rôles. Le premier, le plus, comment dire, un peu prise de tête, c'est il faut que vous ayez un spécialiste qui arrive au contact de l'antenne, qui fasse un jet de volonté, alors que vous avez déjà accompli plus tôt dans la partie un objectif commun avec un des 4 symboles qu'il y a sur le schéma. Donc, soit le symbole de médecin Croix-Rouge là, soit le symbole engrenage, soit le symbole un peu map monde ou le symbole de collimateur de visée. Donc si vous avez fait Predator par exemple qui n'a aucun de ces symboles, vous pouvez pas faire cet effet là. Ou avoir fait par exemple télémétrie ou des choses comme ça. Donc si vous avez à la fois accompli un objectif commun avec un de ces symboles et que vous réussissez votre jet de volonté avec votre spécialiste au contact de l'antenne, vous allez pouvoir annuler un classifié commun accompli par l'adversaire qui a un de ces symboles. Donc vous ne pourrez pas annuler Predator par exemple, à nouveau, mais vous pourrez annuler télémétrie. Et si personne n'a accompli un de ces objectifs cet objectif qui a été annulé, eh on défausse la carte. Donc ça veut dire que potentiellement, si on tombe à court de cartes dans le deck, il pourra revenir. Voilà, donc c'est vraiment pour retirer des points à l'adversaire. Et si vous vous souvenez de ce que j'avais dit sur comment on gagne des points, bah voilà, en fait, le dernier, si vous faites un objectif par round, même si vous en a annulé un, il faudra se souvenir que vous l'avez accompli à un moment, parce que comme ça, vous aurez ce point. Donc, il faut vous fassiez un compteur à côté pour dire, ok, ce round-ci, j'ai bien fait au moins un objectif classifié. Ce round-ci, je l'ai bien fait, et si la séquence est sautée, bah, ça sert à rien de continuer de compter, puisque de toute façon, vous n'aurez pas le point. Et ensuite, il y a une deuxième possibilité avec l'antenne Akial, c'est de filtrer le signal. Donc là, prenez toujours votre spécialiste, vous le calez au contact de l'antenne, vous faites pas de jet, il n'y a pas besoin, et vous choisissez un objectif commun en cours, donc qui n'a pas été encore accompli. Si cet objectif a déjà une carte dans les objectifs accomplis d'un des joueurs, il sera automatiquement accompli. Donc en gros, par exemple, on va dire que vous avez fait Predator et votre adversaire a sorti Predator dans les objectifs communs. Bah, vous faites filtrer le signal, vous prenez la carte Predator qu'il a sortie et vous la mettez dans votre pile d'objectifs classifiés accomplis de votre côté. Si aucun des deux joueurs n'a accompli cet objectif classifié, il est défaussé. Et quoi qu'il en soit, à la fin, on pioche un nouvel objectif commun. Donc en fait, on remplace un objectif qui existe déjà par un nouveau. Mais il me semble qu'on peut aussi
piocher un nouveau s'ils ont tous été accomplis. Par exemple, les 2 objectifs communs ont été accomplis. Ça permet de remettre des objectifs communs dans la zone pour pouvoir en faire de nouveaux. Donc voilà. Et on arrive et du coup, c'est à peu près tout pour ce scénario. Il y a toujours l'histoire de la retraite, donc faut pas tuer trop vite. Si vous tuez trop fort votre adversaire, vous aurez pas tous les points. Mais voilà, c'est pas plus. Un scénario bien complet avec pas mal d'enchaînements et pas mal de réflexions à faire en avance au niveau des classifiés et comment les accomplir par rapport à l'adversaire et où ou non activer l'antenne. Ouais, en fait, le truc, c'est que par exemple, si vous retrouvez à avoir un truc qu'on discutait là avant de commencer le podcast, c'est que par exemple, vous êtes retrouvés, vous avez fait tous les deux, je sais pas, télémétrie en même temps dans le même tour. Un truc qui pourrait être possible, c'est si télémétrie revient parce que l'autre joueur l'a posé sur la table, et bien vous allez d'abord annuler le fait que votre adversaire ait accompli télémétrie, donc il ne vient que de votre côté de la table et pas au milieu. Et ensuite, vous allez filtrer signal pour prendre le deuxième télémétrie et le mettre directement chez vous, sans avoir à vous fatiguer à faire un spotlight ou une observation d'artillerie. Mais du coup, filtrer le signal, c'est très fort. Parce que vous allez en une seule compétence, vous accomplissez un classifié qui est potentiellement très coûteux à réaliser. Et étant donné qu'il y a aussi l'histoire de l'interférence, pour moi c'est important de d'abord viser les classifiés qui n'ont aucun symbole. Parce que ceux-là, on peut pas vous les retirer. Ouais, puis en plus, tu peux filtrer, t'as pas besoin de faire un jet. C'est automatique. Ouais, c'est ça. Donc en fait, il y a des trucs, je pense, là on est au début, difficile de savoir c'est quoi exactement la bonne strat. Mais pour moi, il y a une strat où faut, quand t'es deuxième joueur, tu vas mettre une grosse pression sur le premier joueur avec l'interférence. Par contre, le premier joueur va mettre une grosse pression sur le deuxième joueur avec filtrer signal. Ok. Ma foi, merci à vous. Je vous propose qu'on attaque l'émission suivante. Avec cette fois-ci le retour de Bipong. Ouais. Alors, mieux cette fois-ci. Mieux, on est toujours sur l'édition de la 16.2 à l'heure actuelle qui s'est améliorée, qui a été améliorée et retravaillée. Elle n'a pas nécessairement changé, on est toujours sur la même mission où est-ce que nous gagnons des points si nous arrivons à déplacer le beacon chez le camp adverse et si nous arrivons à contrôler les consoles. Ouais, mais là ils ont changé un truc, c'est que c'est à la fin de la partie et puis à la fin de chaque round. Du coup, en fait, tu peux garder la beacon de ton côté jusqu'à la fin, jusqu'au dernier round, et au dernier round, tu la propulses en face. Ouais, mais tu gagnes pas tant de points que ça quand même. Parce que à la fin de la partie. Oui. Parce que t'as quand même besoin de la. Alors effectivement, t'as plus tous les points qu'il y avait avant à gagner quand elle était en face. Parce qu'en fait, pour ceux qui comprennent pas trop, le problème qu'il y avait sur ce scénario avant, c'est que c'était un scénario où le joueur 2 il gagnait 90% des cas. Tout simplement parce qu'en fait, à partir du moment où le joueur 1 il poussait une fois la beacon, et ben derrière il était vachement embêté pour continuer de la pousser. Et que le joueur 2, en fait, il avait juste à la remettre au milieu, il annulait tous les points du joueur 1. Ouais, parce qu'en fait, tout se marquait à la fin du round, et en gros, globalement, on marquait des points sur le fait d'avoir un soldat en contact avec la beacon et de l'avoir dans la zone dans la moitié de table adverse. Et sachant que quand on est premier joueur, du coup, faut envoyer un mec dans la zone de déploiement adverse, enfin pas zone de déploiement, dans la moitié de table adverse. Donc déjà, il y a de bonnes chances qu'il se fasse, qu'il meure, quoi. Et que du coup, en fait, votre adversaire libère une antenne
la pousse au milieu, puis la pousse à nouveau un petit peu devant et marque des points comme ça à chaque round. Et en fait, le joueur 1, il avait juste le droit de voir ses mecs mourir en faisant un truc qui, au final, à la fin, servira pas à grand chose. Et sa seule vraie option, c'était de mettre de frapper l'adversaire Ouais. tellement fort qu'il avait quasiment plus rien pour faire quoi que ce soit Ouais. très vite. Fallait faire un Et, pied-bouche, quoi. ouais, c'est ça. Traitement Predator à un humain, c'est tu prends la tête et tu arraches toute la colonne vertébrale avec. Enfin voilà. Là maintenant, en fait, donc ils ont changé la partie avoir la beacon dans la moitié de table ennemie à la fin de chaque round. C'est à la fin de la partie. Et maintenant, du coup, ce qu'on peut faire, c'est contrôler. Il y a toujours le fait de contrôler la beacon à la fin de chaque round, mais on peut la voir de son côté de la table pour marquer ces points-là. Et ça change beaucoup de choses. Et ensuite, ce qui change énormément de choses, c'est qu'ils ont rajouté 2-3 petits trucs dans les compétences, des petits mots, qui font que le joueur 2, il va avoir beaucoup plus de mal à faire ce qu'il faisait avant. C'est-à-dire que maintenant, pour relocaliser via une console la beacon, eh bien, il faut qu'il y ait personne en contact. Ce qui veut dire que tant que le joueur 1, il a quelqu'un d'accroupi derrière la beacon, ça sert à rien d'appuyer sur la console, elle bougera pas. Et ça change beaucoup de choses. Parce que si vous êtes joueur 1, vous allez jouer l'objectif, pas forcément le kill pour le coup. Vous allez prendre une console, l'activer, bouger un petit peu la beacon vers vous, envoyer un spécialiste au contact, servir de spécialiste pour bouger un peu plus la beacon dans votre camp, le cacher au contact et ensuite vous partez pour le kill avec les ordres qui restent ou la défense. Mais là d'un seul coup la beacon elle a fait 6 pouces vers vous. Vous avez un mec au contact et ça ne bougera pas tant que le mec il sera au contact de la beacon. Et puis de mémoire, dans la version précédente, quand tu activais ta console, elle bougeait de 4 pouces vers la déploiement adverse. Et ça a été modifié. Oui, en fait tu la téléportes tu la bouges, non, tu la bouges de 2 pouces quand tu actives ta console là. Dans les effets, c'est toi tu la nudge de 2 pouces, soit tu la magnétises de 6 pouces. Oui, c'était déjà le cas avant. Ça, ouais, mais pas dans la première itération du scénario. Ah, peut-être. Mais le 4 pouces, parce que t'as un spécialiste au contact qui veut la faire bouger, ça par contre ça y était déjà. Mais la limitation à une seule fois par spécialiste par round, ouais, ça y était aussi. Ouais. Mais en fait, le gros changement, c'est que maintenant, on peut plus utiliser Activate de console sur la beacon tant qu'il y a quelqu'un qui est au contact. Ça, c'est un énorme changement déjà, parce que ça veut dire qu'il faut absolument la nettoyer de tout ennemi au contact avant de pouvoir commencer à faire quelque chose. Et ça, et le fait que l'adversaire, enfin, le joueur 1 il n'est pas obligé d'envoyer un mec mourir dans le camp adverse dès le tour 1 pour espérer marquer les points. Oui, ça, ça fait deux changements ensemble qui... Tu peux te permettre d'attendre d'avoir que la beacon... Enfin, t'as pas besoin d'avoir la beacon qui soit directement chez l'adversaire. C'est ça. Et ça, je pense que ça va changer énormément de choses. C'est un scénar pour moi qui est très, très pour le joueur 1, quand même, malgré tout. Ça me rappelle un peu les scénarios de Haran. Pour ceux qui... Pour les intimes. Mais du coup, ça propose une alternative au joueur 1 à la poutre et juste mettre un point dans la tronche du joueur 2. J'aime bien. Après, faut voir si ça donne pas trop d'avantages au joueur 1. Mais en l'état, j'aime plutôt. Moi, je pense que ça reste quand même à l'avantage du joueur 2. Je vous propose de régler ça en partie. On attaque la mission suivante. Non, mais c'est très intéressant. Parce qu'en plus, c'est une mission qui a pas de quartier, donc il n'y a pas de retraite. Et il y a du coup, c'est forcément 3 tours. Il n'y a pas de ah, je t'ai trop tué. Là, on peut tuer là. Mission suivante. Ouais. Avec Corporate Appropriation.
Qu'est-ce que Alors. c'est que cette mission d'après vous? Alors, il faut avoir de la mobilité et du spécialiste. Et de l'arme DA. Au corps à corps. Ouais, pour moi, c'est en fait, ils ont repris l'ancien. Ça s'appelait comment? C'était la mission où il fallait détruire la C2 dans le camp adverse. Là, ils ont pris exactement les mêmes objectifs. Ils ont mis une zone d'exclusion et ils ont tourné la position des objectifs de 90 degrés. Donc ça veut dire que les deux trucs à protéger, enfin à capturer et détruire sont en milieu de table, Table, ouais. et les deux panoplies sont en limite de zone de déploiement au milieu. Ce qui fait qu'on peut tout de suite partir s'équiper en équipements divers et variés, plus ou moins OP en fonction de sur qui ça tombe, et de charges creuses accessoirement, pour aller en mettre plein la bouche à l'adversaire. Il y a des points pour avoir détruit son prototype. Donc en fait, on a chacun un objectif à soi dans la milieu table et l'autre objectif est à l'adversaire. Il faut détruire son objectif et capturer, ramener chez soi l'objectif adverse. Et après, il y a des points aussi pour avoir fouillé plus de panoplie que l'adversaire. Ouais, et ce que je dis pas de bêtises, c'est le joueur qui joue second qui décide à quel C'est ça. prototype appartient, Oui. à quel joueur appartient quel prototype. Donc il y a un petit mind game de déploiement quand même à faire. Oui, et effectivement, bah, du coup, le joueur 1, il saura lequel des deux est le prototype en se déployant, mais c'est pas lui qui décide. Donc selon la map, Sur la map, c'est. selon Bah, la du map, coup, le en fait, choix sur peut la être map, intéressant. ça peut être intéressant. Enfin, pour le coup, prendre le déploiement, je pense, c'est plus intéressant dans ce scénario que de prendre l'Alpha Strike. Parce que. Après, tu restes avec un tag qui peut prendre une panoplie tes premier ordre. Hein. Ah ouais, bah oui, bah, c'est ça. Il n'y a pas que les tags, hein, j'ai envie de dire. Sur Achille, c'est l'air bien aussi. Enfin, ça, c'est le problème d'avoir mis une panoplie Oui. en milieu de table, enfin en zone de En zone de déploiement. déploiement. Hein. Je pense que ça va faire quelques aberrations sur des parties, cette histoire. Et aussi, un truc, c'est que le prototype, la troupe qui l'a capturé, le prototype adverse, le prototype que vous devez voler, si la troupe n'a pas bagage, elle ne peut faire qu'une seule fois mouvement. Par contre, elle peut faire mouvement plus esquive. Ce qui fait que des troupes comme le Sujian, par exemple, comme ça au hasard, hein, va être très très efficace sur ce type de mission parce que ça va super vite et ça esquive très vite et ça va très loin avec son esquive. Du coup, ou même Bichier ou Nurkias, ou enfin voilà, des troupes qui sont en 8-2, 6-2 avec une valeur d'esquive aussi bien en mouvement qu'en réussite assez incroyable. Ça va être le bonheur parce qu'en fait, elle rentre, elle ressort dans le tour, quoi. Et avoir une autre troupe comme un peu dans le genre, mais qui est bien blindée en équipement de destruction, fait que globalement vous aurez piqué le prototype adverse, vous l'aurez ramené chez vous et vous aurez explosé votre prototype à vous dans le tour. Et du coup, votre adversaire va devoir sortir les rames pour détruire son prototype que vous venez de piquer et juste fouiller à mort dans les panoplies parce qu'il reste plus que ça. Ouais, puis c'est pas ça qui va rapporter les points. Hein. Bah ouais, mais il y a 3 objectifs classifiés à côté de ça. Donc en gros, ça va se décider un peu autour de ça, quoi. Donc ouais, c'est ça pour le coup, je pense qu'avec la bonne liste, le joueur 1, il a un énorme avantage. Mais alors, gigantesque. Avec la mauvaise liste, par contre, je pense que c'est un peu plus équilibré.
Mais pour avoir déjà fait un truc un peu dans le genre avec Supplies, avec des chevaliers de monter sa moto, ça va très vite. Ça va très 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 vite. Ok, donc c'est Non, vraiment. non, je C'est suis d'accord là-dessus. Hein, ça reste un scénario pour le joueur 1, je pense. Hein. Ok, d'accord. Donc, C'est le joueur 1 qui va dicter la game. Si vous, enfin, pour moi, je conseillerais d'avoir pas beaucoup, mais quelques troupes ultra rapides qui sont capables de faire une entrée et sortie et potentiellement, si possible, avoir les deux mêmes et qui soient aussi bonnes au corps à corps. Genre des chevaliers teutoniques ou des trucs comme ça, c'est bien ça. Ou alors même j'y arrive, un Séraph. Parce que tu vas envoyer d'un côté le pilote du Séraph qui va récupérer le prototype et le Séraph lui-même va aller péter l'autre. Enfin voilà, des trucs comme ça, des tags, tags de corps à corps, c'est très bien pour ça aussi. Et du coup, prévoyez ça et tout le reste de la liste qui est capable de faire de la grosse défense et de la grosse attaque. Globalement, vous n'avez pas besoin de cette mission-là. Elle n'a pas des prérequis ultra importants à part taper. ok, donc une poutre un peu déguisée, mais avec quelques scénarios, ou est-ce que ça sera majoritairement sur l'avantage du J1 et qui déterminera beaucoup de choses, surtout s'il a réfléchi la liste en avant. En gros, ce que Ouais. fera le joueur 1 va dicter toute la game. Ok, d'accord. Mission suivante. Ouais. Alors, nous allons arriver à Critical Intervention, un scénario avec une room, donc c'est-à-dire un décor qui est au centre de 20 cm sur 20 cm. C'est un cube à hauteur infinie. Une petite explication, Carter? Ouais. Alors, celui-là, je l'avais lu un peu en diagonale. Alors, ce qui est intéressant dans ce scénario-là, c'est que les deux joueurs n'ont pas la même mission. Il y a ce qu'on appelle un attaquant et un défenseur. L'attaquant, ce sera le joueur 1 et le défenseur, évidemment, le joueur 2. Donc, en gros, le défenseur va tenter de faire obstacle à l'attaquant. Alors... Ouais, voilà. Donc, en fait... quand l'attaquant va réussir un objectif et gagner des points, et quand le défenseur va réussir à empêcher l'attaquant de réussir ses missions, il va gagner des points en fait. Globalement, c'est Ouais, comme ça qu'on va gagner. il y a un point quand même critique sur ce scénario, c'est que là, on va être vraiment dans un film d'action. Il y a un MVP, le gars qui va extraire le package côté attaquant. Faut plus qu'il meure de la partie, Ouais. sinon c'est fini, il n'y a plus de points. Et en gros, ça va être une course-poursuite. À partir du moment, en gros, le défenseur va absolument faire en sorte, tout faire pour que jamais le data pack soit acquis par l'adversaire. Et à partir du moment où il est acquis, il va lâcher les chiens pour tuer ce mec. Et le reste ne compte presque plus. Bah, de toute façon, si ton défenseur il a empêché l'extraction du data pack, il a plus que gagné. Hein. Ah oui, c'est terminé. Ouais. Ouais, donc faut pas l'extraire la data console avec le premier Pécor quoi. Hein. Ou alors. Ou alors t'y vas pas tout de suite. De toute façon, t'as toute la partie pour le faire et globalement, faut soit vous êtes capable de faire une grosse entrée en force, vous ressortez tout de suite et vous faites après un château fort, soit vous prenez le temps de faire les choses bien, parce qu'en fait, il y a rien qui vous presse. Surtout que la room va être défendue. Ouais. C'est ça, c'est que pour un point de commandement, le défenseur pourra mettre jusqu'à 65 points à l'intérieur de la room, c'est ça? C'est ça. Alors, 65 points de troupes qui ont une compétence avec le label déploiement, enfin supérieur deployment. Donc c'est déploiement avancé. Non. Tu peux mettre n'importe qui. Non. Si. Ah oui, non, j'ai rien dit. Oui, non, effectivement. Tu peux mettre n'importe qui. Donc il y a 65 points de n'importe qui Donc, je sais dedans. pas, tu peux mettre des Icadrons par exemple. Ouais, des Icadrons, tu peux mettre. Des Moutaouia. Ouais.
ce genre de truc. Tu peux mettre des jackals aussi. Et sinon, c'est soit tu mets 65 points, soit tu actives 2 tourelles Les de 2 défense tourelles. automatique. Il y a 2 tourelles, une qui sont placées en diagonale dans la room, Ouais, avec un combi. j'ai envie de dire que les 65 points de troupes sont plus intéressants. Bah oui, parce qu'en fait, après, tu as aussi une petite console pour pouvoir activer les tourelles plus tard. Non, Sachant bon. que l'adversaire, enfin l'attaquant, pour récupérer le data pack, soit il fait le tour pour aller désactiver l'inhibiteur, l'antenne inhibitrice, et dans ce cas-là, l'extraction du data pack se fera sur un jet de volonté standard. S'il le fait pas, s'il passe en force, c'est à -6. Donc à moins d'être un truc à volonté 14 ou 15, et même comme ça, c'est pas incroyable, bah en fait, faudra faire le tour. Par contre, si on fait le tour, il y a peut-être aussi un risque que le gars il se dise au passage, je vais peut-être récupérer les tourelles pour moi. Donc je dirais que activer les tourelles pour un jeton de commandement, c'est pas forcément le top du top. Ouais. Bah, surtout que les portes elles sont ouvertes du début, non? Ouais, c'est ça. Donc en fait, elles vont être il y en a une qui va très facilement se faire sniper, Mm. probablement hors portée du combi, Oui. et puis l'autre elle va se prendre un chain rifle quoi. Ouais, ou se faire sniper autrement, ou en fumée, enfin voilà. Mais pour moi, en fait, ce qu'il y a de plus critique, c'est ouais, tu mets 65 points de trucs pas chers, mais bien relous. Et après, tu défends l'inhibiteur pour pour garder un maximum le mode de -6 sur l'extraction du data pack. Pour vraiment péter les noix. Surtout que là, il n'y a pas le operational learning. Donc, si vous vous ratez votre jet de volonté à -6, il n'y aura rien pour vous aider à rattraper. Hein. Donc voilà. Après, il y a aussi des points sur le kill, sachant que l'attaquant est récompensé plus rapidement sur le kill, mais il a moins de points que l'adversaire. En gros, il y a 75 points de kill. Il y a 2 points pour tuer 75 points pour l'attaquant, et le défenseur il gagne 3 points, mais il faut avoir tué 150 points, donc le double. Alors, le En défenseur gros, gagne 2 points. Non. Non, non, c'est pas comme ça que ça score ça, hein, je crois. L'attaquant, s'il a tué au moins, dans les parties de 300 points, si l'attaquant il a tué au moins 75 points et demi, il gagne 1 point. Pour l'attaquant. Et pour l'attaquant, et si le défenseur il a tué au moins 150 points, il gagne 2 points d'objectif. C'est ça. Ah oui, non, oui. Non, j'ai mal lu, j'ai lu je me suis gouré. Mais en plus, par contre, tu gagnes des points pour dominer la room. Et le défenseur gagne plus de points en dominant la room. Du coup, on est bon pour ce scénario. Néanmoins, nous arrivons à bientôt 1 heure de vidéo. Ce que je vous propose, c'est de se retrouver dans une semaine pour la partie 2.